bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais essayer de vous parler cet après-midi, effectivement, de la place qu'on va réserver au tout dernier né des antihistaminiques anti-H1 et sa place réelle aujourd'hui dans la rhinite allergique. Justement, quand on parle de la rhinite allergique, on peut se demander ce qui se passe dans la rhinite allergique. Voilà. Dans la rhinite allergique, je ne vais pas vous faire l'affront de vous détailler la physiopathologie. Aujourd'hui, on sait ça va s'articuler sur une chose, c'est qu'à un moment donné, lors de la phase de la maladie, on va avoir une grosse sécrétion d'histamine. Tout le problème va se situer au niveau de l'histamine. Pourquoi ? C'est cette grosse dégranulation histaminergique qui va être à l'origine de toute la symptomatologie de la rhinite allergique. Comment ? On a des récepteurs H1 à l'histamine un petit peu partout dans le corps, beaucoup dans le nez, dans les vaisseaux, les terminaisons nerveuses. Et c'est cette molécule qui va nous donner le gros contingent symptomatique de la rhinite. Pour s'attaquer à l'histamine, parmi l'arsenal thérapeutique dont on dispose, on n'a rien inventé de mieux au jour d'aujourd'hui que les antihistaminiques. De type 1, bien entendu, car c'est cette population de récepteurs à laquelle on va s'intéresser. Quel est le rôle d'un antihistaminique ? Ce que vous voyez en vert, c'est de venir au niveau du récepteur, chasser l'histamine, se fixer au niveau du récepteur et rester le plus longtemps possible. Plus longtemps un antihistaminique reste de façon prolongée sur le récepteur, moins de symptômes on aura chez notre patient. Les antihistaminiques, on en a plein, on en a beaucoup, on en a eu, on en aura. Cette segmentation de première et de seconde génération, j'allais dire arbitraire, pas tellement, cette segmentation a été faite sur une base d'effets secondaires, sédatifs, non sédatifs, peu sédatifs. On n'a jamais très bien compris la véritable frontière. Le fait est que nous avons deux grosses populations d'antihistaminiques. Le problème, c'est que lorsqu'on a un patient en face de nous et beaucoup de choix thérapeutiques, la question se pose, qu'est-ce que je vais donner à mon patient ? Avoir trop de choix, parfois, n'est pas chose aisée. Donc on va essayer de suivre ce raisonnement ensemble pour la première génération. Pour la première génération, à mon sens, la question ne devrait plus se poser. Ils n'ont plus de place, en réalité, dans le traitement de la rhinite allergique, je précise bien, parce que mes amis pneumologues ou autres vont me dire non, on les utilise par-ci, par-là, bien évidemment. Mais mon discours et mon propos s'arrêtent à la rhinite allergique. Pourquoi ? Parce que trop d'effets secondaires, effets de somnolence, prise de poids, et les effets secondaires, surtout les effets anticholinergiques, sont trop importants. Toxicité cardiaque, vous avez tous entendu parler des cas d'allongement d'espace QT qui finit par donner des emballements cardiaques et tout contingent de mydriase, de prostate et tout ce qui s'ensuit. Une seule petite niche restait pour les antihistaminiques de première génération. C'était certains auteurs qui disaient pourquoi pas, la rhinite allergique fatigue le patient, la rhinite allergique empêche le patient de dormir, donc pourquoi pas mettre à profit finalement cet effet hypnotique de première génération ? Oui, pourquoi pas effectivement. C'était peut-être vrai jusqu'en 2012-2013, jusqu'à l'avènement de cette belle étude de Roussan, qui a de manière très méthodologique, si vous voulez, a essayé d'évaluer le bénéfice versus risque de cet effet hypnotique pour les antihistaminiques de première génération. Et au final, on se rend compte que, bien au contraire, ils ne sont surtout pas indiqués juste pour cet effet hypnotique. Concernant les deuxièmes générations, on en a beaucoup aussi. Bon, il faut se le dire, en réalité, ils sont assez bons, les deuxièmes générations, car ils n'ont pas ce que le gros boulet qu'avaient les premières générations à l'époque. On a un tout nouveau, un tout dernier, le dernier né des antihistaminiques de deuxième génération, dont la molécule s'appelle la bilastine. Lorsque j'ai entendu parler d'une nouvelle molécule, j'ai tout de suite visualisé la chose suivante, ce magnifique cabriolet de chez Ferrari, avec la question qui a surgi dans mon esprit, est-ce que le dernier modèle est toujours le plus performant ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'en suis arrivé à la conclusion que oui, effectivement oui, mais si on parle d'industrie automobile, si on parle de téléphonie mobile, vous n'allez pas me dire que votre téléphone d'il y a 10 ou 15 ans est aussi performant que les smartphones que l'on a aujourd'hui. Impossible. Et ceci reste aussi vrai, également vrai, dans l'industrie pharmaceutique. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'équipes de recherche et développement dont le rôle est d'essayer de corriger les défauts des anciennes générations, d'améliorer et de mettre à profit toutes ces nouvelles connaissances pour développer de nouveaux produits beaucoup plus performants. Mais ça reste des paroles, il faut qu'on vérifie
par des datas. On est à l'ère de la médecine factuelle, il nous faut des preuves. Donc je me suis dit, quel était le cahier des charges d'un nouvel antihistaminique de nos jours? Qu'est-ce qu'on pourrait attendre de lui? D'abord qu'il soit d'une deuxième génération, ça c'est sûr. En attendant la troisième génération, car comme vous le savez, il y a un gros débat de nos jours parmi toutes les sociétés savantes d'allergologie pour la création d'une nouvelle famille d'antihistaminiques, anti-H1, lesquels vont pouvoir rejoindre tel ou tel... Est-ce qu'ils auront la carte pour entrer dans la troisième génération? On ne sait pas, on verra. Première des choses, il faut que ça soit un antihistaminique qui ait une action la plus rapide possible et la plus prolongée possible. Pourquoi? Pour avoir un effet le plus rapide, le plus immédiat possible chez mon patient et pour que je me contente d'une seule prise par jour. L'intérêt de la fixation prolongée. Deuxième chose, il faut que mon produit, bien entendu, ça c'est le principe même de base, c'est qu'il soit le plus efficace sur la quasi-totalité des symptômes de la rhinite allergique. Pourquoi? Pourquoi pas imaginer, dans les années qui viennent, une monothérapie, un suivi de la rhinite allergique par monothérapie. Il y a des équipes qui travaillent là-dessus. La troisième chose, c'est mon produit doit avoir le minimum d'interactions alimentaires ou médicamenteuses. Pourquoi? Parce que tout un chacun d'entre vous sait pertinemment que lorsque vous avez un patient devant vous, la chose qu'il déteste le plus, c'est de lui dire « vous prenez ce traitement, mais vous arrêtez ceci, vous enlevez cela, vous prenez du sel, vous diminuez ». Le moins de restrictions il y a, la meilleure observance on aura. Et bien entendu, absolument pas d'effets secondaires. En 2018, je pense qu'il ne faut plus avoir des substances ou des molécules qui ont ou qui provoquent des effets secondaires. Qui est-ce qui fera la course en tête entre ces deuxièmes générations? Tout d'abord, notre premier élément, premier critère du cahier des charges, action rapide et prolongée. Lorsqu'on s'intéresse à cette multitude d'études qui comparent le temps qu'il faut pour avoir un maximum de concentration d'un produit, d'un antihistaminique, c'est-à-dire quel temps il me faut pour ce produit pour qu'il arrive très vite dans les vaisseaux, donc in situ au niveau du nez. Vous voyez que la bilastine fait la course en tête, on est quand même à 30 minutes. En 27 à 28 minutes, le produit se trouve au niveau de la vascularisation nasale. Autre chose, lorsqu'on vérifie l'affinité des différents antihistaminiques pour le récepteur. Pourquoi l'affinité? Plus l'affinité est grande, plus l'antihistaminique va rester au niveau de son récepteur. On voit que clairement, lorsqu'il est comparé à la cétirizine et la fexofénadine, la bilastine a la plus grosse affinité et passe le plus de temps au niveau du récepteur. Affinité, c'est une chose, c'est très important. Plus que l'affinité, on a la sélectivité. Qu'est-ce que la sélectivité? C'est qu'on peut avoir beaucoup d'affinités pour quelqu'un, on peut avoir d'autres affinités à droite ou à gauche. C'est pas ce qu'on veut. On veut avoir une affinité claire, nette et simple. Et c'est ce que réalise sur plus de 30 récepteurs, la bilastine ne se fixe sur aucun autre récepteur, hormis le récepteur H1 pour lequel il est destiné. Si on se résume, donc on a quoi finalement? Cette molécule a la plus forte affinité et sélectivité pour le récepteur H1. Elle se fixe très vite. Donc j'ai un effet le plus rapide possible. Il se fixe très fortement et pour très longtemps. Donc je peux me contenter d'une seule prise par jour qui suffira largement et ce qui m'arrangerait pour l'observance. Deuxième élément de notre cahier des charges, l'efficacité sur les symptômes. Lorsqu'on compare la bilastine aux autres antihistaminiques, ceux qui sont plus ou moins en tête, sur la majorité ou les symptômes les plus importants, on va faire comme une espèce de moyenne des réponses des patients sur les différents groupes sur la majorité de l'amélioration ou non des symptômes. Et dans un second temps, on va voir l'impact sur la qualité de vie, qui est la chose la plus importante lorsqu'on parle de rhinite allergique. Quand on voit, oui, effectivement, la bilastine fait aussi bien, voire mieux, que les meilleures deuxième génération. Elle réagit, tous les symptômes sont à peu près diminués de façon très conséquente. Mais plus important, c'est la qualité de vie. Lorsqu'on compare avec la qualité de vie, on voit que c'est la bilastine qui améliore le plus la qualité de vie. Ces groupes de patients ont été évalués sur quoi? Non seulement les symptômes, mais sur anxiété, fatigue, somnolence, ce qui est la doléance princeps de tous les patients rhinitiques. On trouve que la bilastine améliore hautement cette qualité de vie qui est très importante. On l'aura compris. Troisième élément de notre cahier des charges, c'est que notre molécule doit impérativement avoir le moins d'interactions médicamenteuses pour diminuer nos restrictions à nos patients. Pour ça, un mot d'élimination. C'est le seul antihistamine qui n'a pas de métabolisme hépatique. Donc éliminé dans les 67%
dans les selles et à 30% au niveau rénal sous forme active. Même s'il y a un passage hépatique, aucun métabolisme au niveau du foie, à l'inverse de toutes les autres molécules. Et vous voyez, lorsqu'on compare bilastine avec différentes molécules, vous voyez ici, elles sont un peu référencées. Donc comme il n'y a pas ne font pas appel au cytochrome et tout ce qui s'ensuit, donc il n'y a quasiment pas d'interférence. Deux petites exceptions qui sont l'érythromycine et le kétoconazole. Lorsque vous donnez de la bilastine avec de l'érythromycine ou avec du kétoconazole, la fraction, le dosage de cet antihistaminique sera 2 à 3 fois plus important dans le sang. C'est tout. Mais très loin et en deçà des doses toxiques. Donc il n'y aura aucun problème in fine. Donc j'ai une molécule finalement avec très peu d'interactions médicamenteuses. Pour les aliments, certainement lorsque vous prenez un médicament avec un déjeuner ou un dîner très très gras, bien entendu, le passage de cette molécule va être diminué, c'est un problème de transporteur, c'est sûr. Donc on conseille de le prendre 1 heure avant ou 2 heures après. Le jus de pamplemousse, tous ici savaient ce que fait le jus de pamplemousse sur les canaux avec les antihistaminiques. La bilastine ne déroge pas à la règle, on le prend assez loin d'un jus de pamplemousse, mais vous m'accorderez qu'en Algérie, ce n'est pas très très fréquent de prendre du jus de pamplemousse au petit déjeuner. Très intéressant, aucun ajustement, quelle que soit l'insuffisance rénale, et aucun ajustement, quelle que soit l'insuffisance hépatique. C'est très important pour nos patients. Donc finalement, j'ai un produit qui a quasiment, sans aucune restriction, quasiment, à peu de choses près, avec les aliments et les médicaments. Dernier élément de notre cahier des charges, c'est les effets secondaires. On va vite balayer le risque de l'allongement de l'espace QT, 0 risque, jusqu'à 11 fois la dose chez les patients. Aucun risque de cardiotoxicité ni d'allongement de l'espace QT. On est tranquille d'un point de vue de complications cardiaques. Pour les risques neurologiques, c'est véritablement là la pierre angulaire de tout ce qu'on doit dire sur les antihistaminiques, parce que ce qu'on leur reproche, ce qui leur colle quand même comme un boulet à la cheville, c'est cet effet de somnolence. Donc comment est-ce qu'on évalue les risques d'un antihistaminique sur le système nerveux central ? 1, sur les performances psychomotrices. 2, est-ce que cet antihistaminique exacerbe les effets de l'alcool ou les effets des anxiolytiques type benzodiazépine ? Auquel cas, je rajouterai des restrictions à mon patient. Si mon patient prend de l'alcool, on lui dira de ne jamais les associer. S'il prend des anxiolytiques, on lui dira de ne pas les associer. Troisièmement, on l'évalue sur la conduite. Pourquoi pas le pilotage ? Et la somnolence. J'ai mis 3 croix parce que c'est très important. Personnellement, c'est ce qui me fait le plus peur chez les patients. Je leur dis toujours de prendre des précautions, conduite, d'engin et tout ce qui s'ensuit. Pour les performances psychomotrices, c'est des tests assez clairs, concentration, réponse oui, non, on coche. Et là, effectivement, on se rend compte que la bilastine à différentes doses ne perturbe aucunement les performances psychomotrices, ni de concentration, ni de réflexion, ni de raisonnement. Avec l'alcool, chez des patients qui ont pris des doses progressives d'alcool, on leur a associé la bilastine, il n'y a aucun souci. Et la bilastine ne potentialise en aucun cas et n'exacerbe pas les effets de l'alcool. Et de même pour les benzodiazépines. L'étude a été réalisée avec le lorazépam, mais on peut extrapoler aux autres benzodiazépines. Aucun problème d'associer la bilastine aux benzodiazépines. La conduite. J'adore ce chapitre parce qu'effectivement, c'est ce qui m'inquiète personnellement, à tel point que dans la littérature, les gens se sont posé la question. Est-ce que la rhinite allergique est un facteur de risque ? Je vais vous faire économiser du temps. Oui. La conclusion de l'article est que oui. La rhinite allergique non traitée est un gros facteur de risque de la conduite d'engins et de véhicules. Pour ce faire, des patients ont pris de la bilastine à dose progressive et on leur a fait faire ce qu'on appelle un drive-in test. Très à la mode aux États-Unis. Et vous voyez qu'au final, sur tous les circuits sous bilastine, jusqu'à 2 fois la dose recommandée, aucune perturbation de la conduite. C'est l'un des seuls à réaliser ça. On a poussé le vice un peu plus loin. Mettre des pilotes de Formule 1 dans des simulateurs. On les a mis sous bilastine. On les a fait courir à 250 km/h. Sous la pluie, bizarrement, aucune perturbation. La prise de bilastine n'a altéré aucunement avec ou sans leur résultat sur simulateur de Formule 1. Pousser encore plus loin, ce qui est très réputé aux États-Unis, ce qu'on appelle le test Biscayne. Ça, c'est 3 phases. On prend des pilotes de ligne qui ont au moins 480 ou 500 heures de vol, c'est-à-dire confirmés. On leur fait 3 types de tests. Un test de tracking, c'est-à-dire on leur montre des points et ils doivent très très rapidement réagir et mettre leur curseur sur les points. Ensuite, sur des simulateurs de vol. Ensuite, sur des vols vides, parce qu'on fait des vols d'accréditation.
avec bilastine, on s'est rendu compte que ça a été approuvé par la FDA récemment, aucun effet sur les capacités à piloter. Je terminerai par la somnolence, et je ne pouvais pas en parler sans cette étude qui date de 2016, excellente étude du professeur Yanahai de l'université de Tohoku. Il a réussi à mettre des traceurs spécifiques qui vont se loger au niveau des récepteurs H1 du cerveau, au niveau du système histaminergique central, et d'identifier antihistaminique par antihistaminique où se positionne grâce au PET scan. Lorsqu'on a une bonne connaissance du système histaminergique, il se passe quoi? Je fais un PET scan sous antihistaminique tracé. Vous voyez le placebo, ce que ça donne, l'hydroxyzine, et là, c'est la bilastine. Le résultat est époustouflant, dans le sens où, voici tous les antihistaminiques que vous connaissez. Vous voyez, le non sédatif a été mis entre guillemets, car en réalité, même la moins sédative de celle qu'on connaissait avant était quand même sédative. On retrouvait une petite proportion. Donc au final, au jour d'aujourd'hui, la seule molécule qu'on peut affubler de la caractéristique réellement non sédative, là vous le voyez très clairement en haut, c'est la bilastine. Donc on est tranquille d'un point de vue somnolence avec cette nouvelle molécule. Donc je me retrouve avec une molécule que je prends une fois par jour, avec un effet quasi immédiat, durée très prolongée, je n'ai pas besoin d'en prendre plus, aucun effet de somnolence, nécessite aucun ajustement chez la personne âgée, insuffisant rénal, insuffisant hépatique, et pas beaucoup de restrictions, bon, à part si je me prive de jus de pamplemousse, ou si je mange très gras, je vais repousser d'1 heure ou de 2 heures ma prise, sans plus. À tel point que l'ARIA s'est intéressé à l'impact de cette molécule sur la rhinite allergique. Et je vous invite à découvrir ce papier très récent pour voir au final que tout le cahier des charges que s'est fixé l'ARIA également a été plus que rempli par cette nouvelle molécule. Je vous remercie de votre attention.